Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je suis de retour au Pérou encore une fois et cette fois avec les aventuriers du bout du monde. Donc le groupe qui me suit à travers mes aventures maintenant et qui m'a accompagné sur ce séjour qui dure 3 semaines et qui se termine dans quelques jours. Et là en fait la dernière étape de ce voyage nous amène à Silustani. Silustani qui est un site que je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de vous faire découvrir. Alors Silustani c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de fou. En fait ce site est un ancien site cérémoniel et un ancien sanctuaire où on trouve un certain nombre de chulpas. Alors ces chulpas, ce sont ces sortes de tours comme vous pouvez voir derrière moi, qui servaient en fait à l'époque à mettre les morts, voilà. Donc ce sont des constructions qui datent de l'époque pré-Inca et Inca. Voilà, on lui attribue aussi l'appartenance à la civilisation de Tiwanaku. Tiwanaku qui est un site qu'on ne présente plus, qui se trouve en fait près du lac Titicaca. On est à peu près là maintenant à 3-4 heures de Tiwanaku. Et alors Silustani, ce site est situé justement près du lac aussi, du lac Titicaca, près des rives du lac Titicaca. Donc là on est à peu près à environ, je dirais, une petite heure de Puno. Puno qui est le point de départ pour les fameuses îles flottantes, les îles flottantes. Et alors là, ce qu'on découvre ici quand on arrive, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait été bluffé par la précision, la taille des pierres de Sacsayhuaman, de ces murs cyclopéens, ces fameux murs imbriqués les uns dans les autres, qui justement permettaient de contrer toutes les activités sismiques et qui permettent de résister justement à des mouvements de terre. Et alors là, on voit ces sortes de chulpas que vous voyez derrière moi, ils sont exceptionnels. Donc celui-là est le plus gros, il fait environ 12 mètres de hauteur pour un diamètre de 7 mètres. Mais alors quand on le regarde de près, on se rend compte que ce chulpas s'agrandit arrivé à son sommet. C'est-à-dire qu'il s'évase, il s'élingue au niveau du sommet. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du dôme, au sommet, on est beaucoup plus large qu'à la base. Donc c'est un travail quand même assez exceptionnel, parce que quand on voit les murs qui ont servi à faire cette tour, on se dit mais comment ils ont fait pour non seulement tailler les blocs, les agencer, les monter aussi, parce que là on a des blocs qui pèsent entre 2 tonnes et ça peut aller jusqu'à 10 tonnes pour certains. Alors je vais vous en montrer un, vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir, regardez, là vous avez un de ces blocs qui est tombé, donc qui a été détruit, et regardez la taille qu'il fait en fait. Voilà, c'est à peu près, je dirais, allez, 1,20 m de hauteur pour environ une longueur de 2 mètres, 2,50 m. Voilà. Donc quand vous savez à peu près la densité du granit, alors il n'y a pas que du granit ici, c'est du basalte, on a aussi de l'andésite, donc des roches volcaniques qui sont extrêmement dures à travailler. Mais quand on voit la taille de ce rocher, à vue d'œil, il fait environ 6-7 tonnes, si ce n'est pas une dizaine de tonnes. Voilà. Donc on a des morceaux après, des blocs un peu plus petits, des blocs aussi un peu plus gros encore. Mais ces blocs ont la particularité aussi de comporter des alvéoles. Regardez ces alvéoles. Voilà, ils ont toute cette similarité d'avoir ces petites cavités creusées à l'intérieur. Et alors on se doute que ces cavités ont servi justement à venir épouser les blocs, on va dire, qui se juxtaposaient à cela.
donc ils devaient s'imbriquer les uns dans les autres. Donc c'est un travail, on va dire de fou, c'est un travail titanesque, parce que là on retrouve la même technique, comme j'ai dit, de taille de pierre et d'assemblage à Sacsayhuaman, mais en plus ce dôme respecte en fait une géométrie qui selon en fait les personnes qui ont étudié le site est parfaite. Donc comment arriver à agencer des blocs, comment arriver à les poser, à les agencer aussi haut avec une telle précision, c'est encore toujours la même question. Voilà, regardez là on a encore un bloc ici, regardez ce bloc, c'est quand même énorme, c'est exceptionnel. Voilà, donc il faut savoir c'est que dans ces chulpas, donc là on en trouve à peu près, je dirais, une dizaine, voire une douzaine répartis sur l'ensemble de Silustani. Et ces blocs, en fait, servaient tout simplement, enfin, ces chulpas, à mettre justement les morts. Donc, on les mettait en position fétale, car dans la tradition inca, en fait, l'homme, l'être humain, sort du ventre de sa mère en position fétale. Il est dans le ventre de sa mère en position fétale. Et quand il meurt, en fait, contrairement à nous, les Occidentaux, on ne le met pas allongé. Non, les Incas, en fait, le remettaient dans sa position fétale, car il retournait à la terre. Donc voilà, c'est très poétique et c'est une très belle image en fait de cette civilisation Inca. Donc là on voit en fait l'entrée par laquelle peut-être les Incas venaient de temps en temps remettre des offrandes à leurs morts à l'intérieur. Tout à l'heure, on a entendu notre guide qui nous disait qu'en fait, ces chulpas étaient destinés, certains à une très grande élite, une autre caste, et qu'en général, on en trouvait parfois une seule personne, un seul mort par chulpas. Et quand on voit la taille de celui-là, on a le droit de se demander si quelque part il n'était pas très grand. Voilà, on rentre encore dans une polémique. Voilà, il y aura toujours ces idées d'appartenance, de présence de géants sur ces terres. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'ici nous laisse penser que, effectivement, peut-être qu'il y a eu très longtemps une civilisation antédiluvienne qui avait une connaissance, encore une fois de plus, et une technologie, une technique pour agencer les pierres, les tailler, les poser comme ça. Et on se rend compte que plus on remonte dans le temps et plus c'est parfait. C'est toujours pareil. On comparait l'autre jour à Cusco avec les Friends qui m'ont accompagné. On avait d'un côté les ruines de murs cyclopéens qui étaient mais parfaites, hein. On avait ces pierres complètement assemblées les unes dans les autres. On n'avait aucun défaut, hein. Ça ne bougeait pas, on ne pouvait pas glisser une lame de rasoir dans les rainures de ces blocs. Et à côté on avait justement un mur qui avait été érigé plus récemment et c'était de la terre battue et on voyait clairement la différence, le choc en fait entre cette civilisation qui remonte à on ne sait pas combien de milliers d'années, parce qu'officiellement pour l'histoire ce sont les Incas qui seraient à l'origine de ces blocs, alors que bon, on sait aussi que les Incas se sont aussi réappropriés énormément de sites. On le voit notamment au Machu Picchu quand il y a ces blocs de murs cyclopéens et que par dessus on est venu terminer les constructions avec de la terre battue et des blocs de pierre. On voit qu'il y a clairement deux styles de construction différentes, deux connaissances carrément différentes et qui sont tout simplement, ça tranche radicalement. Donc on a vraiment affaire à une civilisation qui remonte à beaucoup plus loin que les Incas. Ça c'est presque une évidence, parce que quand on voit l'œuvre de cette tour, voilà, on se dit que ça ne peut pas être autrement. Alors on va aller un peu plus loin, je vais vous en montrer d'autres et vous allez voir qu'on a vraiment cette précision d'assemblage comme ce qu'on retrouve aussi notamment à Coricancha au musée de Cusco. Enfin, Coricancha qui est maintenant un musée mais qui est au centre de Cusco. On y va. Regardez là, regardez ces blocs, pareil, c'est toujours pareil, hein, toujours la même histoire, toujours la même précision d'assemblage. Là on voit, on est venu placer ce bloc ici pour venir consolider l'ensemble des autres qui l'entourent. Voilà, donc avec une précision toujours, on va dire, inégalée. Alors, bien sûr, quand on voit ce genre de choses ici, bon, ça a bougé, hein, on est dans une zone aussi où il y a beaucoup de tremblements de terre, des petits séismes parfois, donc la pierre bouge, les constructions bougent, mais elles ne tombent pas. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on voit, on ne sait pas si finalement ça a été détruit par les conquistadors ou s'il y a eu un cataclysme ou un autre événement, je ne sais pas, mais bon, tout est détruit n'importe comment, mais je ne pense pas que ce soit ces blocs qui se soient détachés de chulpas soient tombés à cause d'un séisme. Ça me paraît peu probable dans le sens où
ils sont vraiment faits pour résister à d'énormes pressions sismiques. Voilà. Donc là on voit par exemple ici sur celui-là, encore une fois de plus, c'est toujours la même histoire qu'à Sacsayhuaman, hein. Donc dès que ça bouge un peu, on voit sur le côté la perfection, c'est complètement lisse, complètement plat. Donc voilà, donc on n'a pas la même précision qu'à Coricancha, mais quand on voit en fait la taille de ces blocs, et mine de rien, quand on voit ce niveau de précision, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, c'est pareil ici, même histoire, même punition, comme on dit, regardez, voilà. Donc c'est marrant parce qu'en étant allé sur l'île de Pâques, c'est le même type de roche, donc une roche volcanique, encore une fois de plus. N'étant pas géologue, je ne suis pas capable de vous dire si c'est du basalte ou de l'andésite, mais c'est de la roche volcanique. On le voit très bien à la surface par rapport en fait à cette aspérité un peu spongieuse. Voilà, regardez, voilà. Il fallait pouvoir le faire. Là on a la petite ouverture, l'orifice. Voilà, ici pareil, même type de tour, même type de construction. Voilà. Voilà. On va aller un peu plus loin parce qu'on a vu qu'il y avait là-bas une sorte de structure, un mur monté, un peu comme ce qu'on trouve à Olet Taitambo. Donc encore des murs cyclopéens avec ces sortes de, comment on appelle ça, des sortes de nodules, de poursouflures, voilà, qui sont encore un grand mystère parce qu'on n'a toujours pas l'explication officielle de la signification de ces sortes de petits orifices qui ressortent de ces protubérances, pardon, qui ressortent de ces pierres. Quand on était à Cusco, notre guide nous expliquait que en fait, ces sortes de petites aspérités qui ressortaient comme ça étaient tout simplement des représentations de constellations. Donc quand on les voit comme ça les uns à côté des autres, il est fort probable qu'ils étaient disposés ainsi à l'image d'un ciel, de constellation, d'un alignement très spécifique à une époque reculée. Voilà. Donc là je profite encore pour vous montrer quelques blocs. On trouve encore ces sortes d'alvéoles. Voilà. Voilà, une prouesse encore de ces civilisations, de ces anciens bâtisseurs. Voilà, que dire, c'est toujours époustouflant. On va aller voir maintenant ces autres murs là-bas. Alors attendez, je vais vous montrer un autre détail aussi. Alors, attendez. Voilà, regardez. On a encore cette précision ici, là. Cette précision, il faut savoir que ce bloc, elle est tout en haut et que cette sorte de joint, si on peut appeler ça un joint, je n'ai pas les termes, je suis vraiment désolé, hein, vous allez me détester, mais on voit qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette disparité, en fait, suivait la disparité de l'autre bloc qui était collé et ainsi de suite. Donc imaginez la précision et la connaissance qu'il fallait avoir pour arriver à une telle prouesse. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on aurait énormément de mal à refaire. Si on regarde un peu plus près cette tour, on se rend compte que il y a des travaux de rénovation qui ont été faits. On a consolidé les zones qui étaient un peu vides en mettant une sorte de mortier, de terre battue avec des pierres dedans pour consolider cette tour qui visiblement a été très fragilisée par le temps et probablement par les activités sismiques dans la région. Voilà. Donc on n'a pas vraiment l'explication de pourquoi on a cette surface à l'intérieur, cette autre, si je puis dire, structure. On a l'impression que ça a été fait après, parce que quand on voit la précision de ces blocs en fait en haut et qu'on observe à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, c'est voilà, cette sorte de structure rapportée. On a le droit de se demander encore une fois de plus si cette civilisation Inca, officiellement dont est issue cette construction, n'est pas venue se réapproprier une ancienne construction beaucoup plus ancienne et justement peut-être antédiluvienne. En regardant de plus près, on voit certains trous, pareil, encore des trous dans certaines pierres. Voilà, certains trous, on voit les alvéoles. Voilà. Je laisse admirer, c'est assez impressionnant. On file tout de suite à la structure dont je vous parlais à l'instant, qui ressemble fortement au Taitambo. J'ai les friends qui sont là-bas, on va aller les voir. Et on va essayer de recueillir un petit peu leurs impressions sur ce qu'ils ont vu. Moi je me suis un petit peu éloigné, du coup le policier est loin derrière. J'ai bloqué la caméra sur mon flanc, sur mon torse, donc j'espère qu'il va pas m'embêter. On va aller voir ce mur plus près, il y a déjà quelques friends qui sont là. On a Julien et Mathieu. Hello les friends. C'est incroyable.
Je me suis fait alpaguer par le flic, on n'a pas le droit de faire de vidéo ni de filmer. Ouais, je te jure. Je faisais une vidéo YouTube, là je suis en train de la faire en live. C'est incroyable ce site. Ouais. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez découvert? Ouais. Et si tu viens par là, en fait c'est comme si tu avais. T'imagines la main comme ça. Tu comprends? Ouais. Comme si on soulevait le bloc comme ça. Ouais, alors ce que dit Julien effectivement, c'est qu'à Machu Picchu on avait vu des blocs énormes avec des traces à l'intérieur comme des empreintes et qui semblaient pas avoir été taillées mais plutôt fait quand la pierre avait été peut-être à une époque rendue molle, puisqu'il n'y a pas de traces d'outils, mais vraiment comme si on avait des doigts, voilà, comme s'il y avait des phalanges, des doigts étaient venus saisir les pierres et les poser. Alors en parlant avec des locaux et des guides, certains prétendent et affirment que c'est l'œuvre de géants dans les temps anciens, mais quand on voit certaines de ces trous, de ces disparités, de ces sortes d'empreintes, un peu comme s'ils étaient venus appuyer sur une pierre molle, on se dit que s'il y avait des gens ici, ils devaient forcément mesurer au moins une trentaine de mètres de hauteur. Mais voilà, mais peu importe, de toute façon, on est encore abasourdi, je crois, par on va dire cette précision. Toujours pareil, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même détail. Voilà, regardez, Julien met le doigt sur un truc très intéressant. Voilà, ici on a un petit équerre, un petit décrochage. Alors un petit décrochage sur des petits blocs de 10-20 cm, ça va, mais quand on a des blocs comme ça qui font 2,50 m sur 1,20 m de hauteur pour environ, je dirais, 5-6 tonnes, hein, si ce n'est plus, on se dit mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et voilà, donc encore une fois de plus, c'est de la roche volcanique. À votre avis, c'est quoi ça, les amis? Basalte? Ça y ressemble. Hein. Ouais, on hésite. Si on avait Franck qui était là, Franck qui s'y connaît beaucoup en matériaux, il pourrait nous renseigner. Ah, on a le flic qui arrive, faites attention. Ouais, on y va doucement. Voilà. Ouais, c'est oui. C'est paradoxal au vu de la dimension des pierres utilisées. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça sert vraiment d'ouverture? Donc on se pose la question si. Alors dans le mythe caucasien, on attribue souvent une collaboration entre géants et petits. Les géants aidaient les petits à construire leurs habitats. Et il y aurait eu un conflit entre des géants et des petits hommes à l'époque. Et c'est vrai que quand on voit cette cavité, mais bon après, vu que ce sont des chulpas, des sites funéraires, on peut très bien imaginer qu'ils pouvaient rentrer dedans et on va dire à quatre pattes pour peut-être aller continuer d'honorer le mort en lui posant des offrandes. Donc c'est pas impossible. Donc voilà les amis, on va devoir arrêter cette vidéo parce qu'on a notre ami le flic qui arrive. Voilà, donc il faut qu'on fasse très attention. Je vous dis à plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Mathieu, merci à Julien. Ciao. À plus tard les fans.